cowpoke went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way, when all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, plowing through the ragged sky and up a cloudy draw. Yippee-yi-yi, yippee-yi-yo, ghost riders in the sky. Their horns were black and shiny and their hoofs were made of steel. Their brands were still on fire, their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as it thundered through the sky. He heard their riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yi, yippee-yi-yo, ghost riders in the sky. Their eyes were gaunt, their faces pale, their shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught 'em yet. They've got to ride forever on that range up in the sky, on horses snorting fire. As they ride on, hear their cry. Yippee-yi-yi, ghost riders in the sky. T'as l'habitude de raconter des histoires, t'as pas le trac? Depuis que je suis tout jeune, j'en raconte. J'en ai plein à raconter. Bon alors, Jackie, comme ça, tu es né dans l'Ouest américain. Dans ma tête, oui, un peu. Je regrette toujours d'être né peut-être à une mauvaise époque, peut-être trop tard. Mais j'aurais aimé, pas forcément aimé les Américains, mais ceux qui ont fait l'Amérique, j'aurais aimé vivre à cette époque. Mais t'es pas né en Amérique. Et non, j'y suis jamais allé. Je connais pas mal de choses, mais j'y suis jamais allé. Alors où t'es né? Ben, je suis né dans le centre de la France, en pleine campagne, un pays d'éleveurs de chevaux, parce on faisait partie des 3 grandes régions de France dans le temps où on élevait des chevaux pour l'armée, ça entre autres. Et donc j'ai toujours eu le cheval dans la tête. Et j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui avait pratiqué un métier de charretier, en étant toujours proche des chevaux. Il m'en a souvent parlé, il aimait les chevaux et il les connaissait, donc il m'en a donné un petit peu, enfin beaucoup même, il m'a donné l'envie d'un jour peut-être d'être très près des chevaux. Et qu'est-ce qu'il faisait ce grand-père avec les chevaux? Eh bien, avant qu'il parte à l'armée, puisqu'il a fait la guerre de 14-18 évidemment, comme tout le monde, et il était charretier et il sortait son métier consistait à sortir des billes de bois de la forêt de Troncé et de les amener jusqu'à un village où il y avait le chemin de fer pour expédier ces billes de bois d'une forêt qui avait été créée par Colbert à l'époque sous Louis XIV pour faire des mâts de bateau. Et depuis, ça servait à des tas de choses. Et mon grand-père tirait les billes de bois avec 7 chevaux entiers jusqu'à une gare qui se trouvait à peut-être une trentaine de kilomètres des lieux d'abattage. Ouais, d'accord. Et donc, toi, ton premier contact avec les chevaux, t'avais quel âge? C'était de l'attelage, hein, je crois. Alors, tout petit, enfin pendant la guerre, j'allais avec mon grand-père dans une ferme pas très loin de Montluçon. Mon grand-père leur donnait un petit coup de main. En échange, il avait l'autorisation de chasse sur tout le territoire. Et on passait une semaine, 2 semaines, ça dépendait,
des travaux qu'il y avait à faire. Mon grand-père travaillait donc avec les paysans. Et là, on allait faire le marché avec la propriétaire de la ferme. Et quand il fallait aller faire le marché donc, sur un village, dans un village dans 5 ou 6 kilomètres, on avait un petit cheval qui s'appelait Tino, un cheval pie, et qui servait de voiture légère pour faire les courses. Et un jour, en revenant du marché, la patronne m'a proposé de mener ce cheval. Évidemment, j'étais pas très concentré à l'époque, et à un moment donné, le cheval est parti un peu à droite, et on a failli verser dans le fossé. Voilà mon premier contact avec les chevaux, et là, entre autres, les chevaux d'attelage. Mais vous utilisiez beaucoup les chevaux à l'époque. Tu m'avais raconté l'histoire de la fois où vous aviez emprunté le cheval d'un cousin, que vous aviez croisé des Allemands. Ah Tu oui, te souviens de cette anecdote? Effectivement, ben, ça se passait pendant l'occupation. Et pas comme tout le monde, mais dans la famille, tout le monde était occupé et surtout au soin d'avoir une bonne table à midi. Enfin, bonne, le mieux possible. Et pour ce faire, on avait un cousin qui était paysan, qui était à 8 kilomètres de Montluçon, qui avait une propriété, il avait des chevaux, des percherons, et on faisait nos légumes, mon grand-père faisait des légumes sur une partie de son champ, d'un champ qu'il nous préparait, qu'il nous labourait. Et pour aller récupérer ces légumes, au moment de la récupération, on empruntait un cheval à un de mes cousins, un autre cousin, qui était jardinier de métier et qui possédait un cheval un peu arabe, un cheval gris, on dira blanc. Et ce cheval était très nerveux. Et mon grand-père, qui menait très bien les chevaux, le prenait souvent pour, quand on avait besoin de faire un petit trajet, quoi. Et un jour, en allant récupérer des légumes dans un village qui s'appelait Quinsen, nous avons croisé une colonne d'Allemands qui revenait d'exercice, et un des soldats a fait peur au cheval. Bon, le cheval, qui était très nerveux, s'est cabré dans les brancards. Il avait fait exprès. Bien sûr qu'il avait fait exprès. Et mon grand-père a réussi à maîtriser le cheval. L'officier allemand qui était monté, qui était à cheval, lui, est venu récupérer le cheval par la bride pour le calmer. Et automatiquement s'excuser auprès de mon grand-père et a demandé à ses soldats, donc, de dire qui était l'instigateur de cette petite scénette. Et le soldat allemand s'est détaché du rang. Il a reçu un coup de cravache par l'officier et il a été certainement très puni. Parce qu'à l'époque, les Allemands avaient pour ordre, les Allemands de la Wehrmacht, avaient pour ordre d'être assez respectueux envers les Français et de se conduire comme il faut, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton premier contact avec les Indiens d'Amérique? Eh bien, en 1946, nous sommes rentrés avec quelques amis de ma classe. Nous sommes rentrés aux Éclaireurs de France, les scouts laïcs. Et là, nous avions un instituteur à l'époque qui était très, très moderne, puisqu'il avait affaire, et j'en faisais partie, à une bande de cancres qui n'avaient absolument pas travaillé pendant la guerre, puisqu'il n'y avait plus d'instituteurs, donc on faisait ce qu'on voulait à l'école, mais on ne travaillait pas tellement. Hein. Et évidemment, par la suite, on l'a regretté, mais enfin, c'est comme ça. Et en 1946, Montluçon avait organisé un grand carnaval avec des chars et tout, et les écoles faisaient partie des exécutants. Et là, nous avions fait un char qui était basé sur l'Amérique, parce que ce professeur que j'avais là était un peu spécial. Il avait bricolé un peu une façon d'éduquer les jeunes. Il avait beaucoup de fiches et il nous faisait travailler d'une autre façon que c'était moins intellectuel, mais avec le manuel, il nous avait appris beaucoup de choses. Et nous avions fait un char sur l'Amérique. Donc un tipi indien, avec des Indiens, des plumes et tout. Enfin bref.
C'était vraiment notre première idée. On s'était bien intéressé au sujet. J'avais aussi trouvé dans le grenier de ma grand-mère des bouquins de mon oncle concernant les Indiens. Ça m'avait assez intéressé. Et puis, cet instituteur, donc, qui était un des chefs éclaireurs, nous fit rentrer à la troupe de Montluçon qui repartait, puisqu'après la guerre, il y avait plus rien, quoi. Alors, on est reparti sur la troupe des éclaireurs, une troupe qui était assez intéressante, puisque notre chef, qui nous a pris en main par la suite, était un inspecteur d'académie qui venait de Bordeaux, un ancien rugbyman, et c'est lui qui nous a vraiment repris en main, et la troupe est montée à un nombre assez intéressant, avec Louveteau et Louvette et compagnie, et par la suite la route, où on est rentré chez les routiers. Et là, on a eu vraiment une formation très près du sol, quoi, c'est si on peut le dire, les bivouacs, toutes les fabrications comment je dirais moi, de meubles de campement. On faisait tout ça, on était appris à faire tout ça. On a même fait la guerre du feu. On a fait des tas de choses qui se rapportaient assez près des Indiens, si on peut dire. On vivait d'ailleurs un peu comme les Indiens. On bivouaquait, on couchait à la belle étoile et tout. Enfin, on avait une vie assez très près du la vie près de la primitive. terre, quoi. Voilà, la vie primitive. Et assez primitive. Et puis pendant notre premier camp en Vendée, je crois, il y a eu un concours en fin 46, donc enfin en 46. Et ce concours, c'était pour faire une sélection pour partir au Jamboree qui avait lieu en 47, près de Paris. On a fait les concours, toutes les patrouilles ont fait les concours, et j'ai fait partie des gagnants. Et nous sommes partis à 8, donc faire 3 semaines au Jamboree. Et les 3 semaines, pourquoi? Parce que notre chef, Ati Gourin, Ati c'était son nom de totem, était non seulement inspecteur d'académie, mais en plus il était commissaire national aux éclaireurs de France, et c'était lui qui était le sous-chef du fils de Baden-Powell, le créateur du scoutisme. Donc nous avons eu la chance de pouvoir rester pendant 3 semaines au Jamboree. Et on faisait partie de la troupe 234 de Souk en Auvergne. Et juste à côté de nous, il y avait le camp américain. Et donc, évidemment, il y avait interdiction d'aller les embêter. Il fallait un peu rester chacun chez nous et chacun chez soi. Et alors, mais nous, comme on était une petite bande de morpions, on passait partout. On s'était introduit dans le camp américain et on avait fait des copains, tout en comprenant pas la langue, mais on avait fait des amis. Et entre autres, on avait fait on était un peu braconniers sur les bords, il faut le dire, parce que ça aussi, enfin moi je l'avais appris dans ma famille, parce que mes parents c'était des braconniers. Donc on prenait des lapins de Guérenne, parce que le camp où on était infesté de lapins de Guérenne, donc on prenait des lapins qu'on mangeait évidemment. Et les Américains, un jour, sont venus nous demander les pattes des lapins. Parce qu'on jetait les peaux, évidemment, on les mettait à la poubelle. Et eux voulaient récupérer les pattes. Et on ne savait pas que chez eux, la patte de lapin de Guérenne, c'était un porte-bonheur. Donc, ce qui devait arriver arriva. Un matin, au rassemblement, leur chef s'aperçut qu'ils avaient tous une patte de lapin pendue à l'anneau du foulard. Et évidemment, ça fait un peu scandale. Et c'est venu aux oreilles de notre chef, qui était, lui, je dis, un des grands patrons du Jamboree. Et donc, il a tout de suite su que c'était nous, il n'y avait que nous qui pouvions faire des choses pareilles. Donc, il est venu nous sermonner un peu et nous interdire la chasse. Voilà. Et alors là, nous, on ne savait pas ce qu'il y avait exactement dans ce camp. On était séparés par des cordages, mais bon, on rentrait un peu aux abords, mais on n'allait pas trop loin. Et une nuit, un soir du moins, on a écouté des tam-tams. Donc il a fallu qu'on aille voir ce que c'était. Et en arrivant sur le lieu, il y avait des grands feux de camp, et au milieu, il y avait des Indiens, en grande tenue. Et c'est là qu'on a appris qu'il y avait parmi les scouts américains, des scouts indiens.
On a eu des rapports avec eux, mais enfin, un peu lointains quand même, quoi. Mais on a fait connaissance en 1947 des premiers Indiens. Moi, avant, j'avais toujours cette passion pour l'Amérique, enfin tout ce qui s'était passé là-bas, soit par les films. Et un jour, j'avais été au cirque avec mon grand-père et j'avais vu un acteur faire du lasso. Bon, j'avais regardé un peu comment il faisait de loin, comme ça, on était pas mal placés, pas loin de la piste. Et je me suis mis à chercher un lasso. Et j'ai trouvé un lasso au stock américain, parce que déjà à l'époque il y avait des stocks américains. J'ai trouvé une corde, ça devait être une corde de GMC, je sais pas, et qui allait bien pour faire du lasso. Et tout seul, et parce que j'ai appris seul, je me suis mis à faire des crinolines, faire des figures de lasso. Et puis j'avais aussi la passion du fouet. J'avais vu des acteurs couper des cigarettes à la bouche de certaines personnes avec un fouet, et je me suis fabriqué un fouet. Et j'avais un de mes petits copains qui suppliait bien à mes entraînements. Et avec lui, j'avais monté un numéro de fouet pour s'amuser comme ça, et un numéro de lasso. Voilà. Bon, le lasso, donc ça a été pour moi une chose qui est venue toute seule. J'ai eu le coup de poignet de suite, et j'ai toujours exercé, j'avais toujours une corde avec moi. Voilà. Et à ce jamboree, tu n'avais pas rencontré quelqu'un qui faisait justement du lasso? Exactement. Un jour, en se baladant là, à côté du camp, j'ai vu un de leurs chefs, un gars qui devait avoir 20-25 ans, qui faisait du lasso, de la crinoline. Et vraiment, il était bon, il rentrait dedans. Enfin bref, et je l'ai bien regardé. Mais à l'époque, j'étais assez timide et j'ai jamais osé. J'ai eu tort d'ailleurs, parce qu'il se serait fait un plaisir. Mais j'ai eu tort de pas discuter avec lui pour qu'il m'apprenne un peu plus les ficelles, qu'à le dire, les ficelles du métier. Mais j'ai toujours continué à trépatouiller le lasso, prendre mon père au lasso, enfin bref. Et un jour, mais par la suite, longtemps après, c'est-à-dire j'étais revenu de l'armée, donc ça nous reporte pas mal de loin, j'ai eu la chance de rencontrer Lee Muller. Lee Muller, c'était un Américain de descendance allemande qui était d'Arizona, un garçon qui faisait les rodéos avant, mais évidemment, qui dit rodéo dit cheval. Donc un cheval, ça coûte de l'argent, et lui, étant donné que il y avait des périodes où il n'y avait pas de boulot, il fallait quand même nourrir le cheval, et bon, c'était pas bon. Et il fit la connaissance d'un capitaine de Girl d'une revue sur glace, une revue allemande d'ailleurs, qui s'appelait La Scala, et lui monta un numéro de lasso, mais sur glace. Et je fis sa connaissance lors d'un de leurs passages à Montluçon. Je l'ai invité j'avais un ranch à l'époque, j'avais créé un ranch, mais un ranch pas commercial, c'est uniquement pour le plaisir. Et donc je l'ai invité une journée entière chez moi. Je lui avais prêté un de mes chevaux, parce que depuis j'avais des chevaux évidemment. Et sur ce cheval, sur Negev, il m'a fait une démonstration de lasso extraordinaire. Bon, lui était déjà pas mauvais. Il était pas mauvais, il m'a fait voir pas mal de trucs, ce qui m'a enrichi dans mon exercice. Ton répertoire. Dans mon répertoire, oui. Mais toujours avec mes cordes merdiques, qui étaient pas faites pour faire du lasso, mais avec lesquelles je faisais quand même des figures. Et un jour, il s'est passé une chose extraordinaire. J'ai un de mes amis, qui fréquentait pas mal les bars, qui me dit avoir rencontré dans un restaurant des alentours de Montluçon un personnage qui faisait du lasso. Et il me dit, tiens, toi qui bricoles avec tes cordes, là tu devrais aller le voir. Et alors, donc le soir même, je me suis rendu dans ce restaurant, il n'y avait pas de clients, c'était 7 heures du soir peut-être, il n'y avait pas de clients, personne. Et je demandais au patron s'il n'avait pas une personne qui faisait du lasso. Et il m'a répondu, ah, le vieux. Alors, bon,
J'ai donc fait la connaissance. Il appelait un dénommé Martine, et Martine est apparue, et j'ai vu arriver un personnage qui avait de l'âge. Il avait même pas mal d'âge, puisqu'il avait participé au show de Buffalo Bill avec sa famille, parce qu'il faisait partie d'une grande famille de cirque. Au Carnegie Hall à New York, il avait participé au spectacle de Buffalo Bill, avec son numéro de western. Et alors, il m'a emmené dans sa chambre en bas, et il a sorti une petite valise, et dessus il y avait un petit lasso, et il est monté dans la salle de restauration en haut, on a poussé les tables, et là il m'a fait une vraie démonstration de lasso. C'était l'homme le plus fort que j'ai rencontré, au lasso. Il a été mon invité chez moi au ranch souvent, on a travaillé le lasso ensemble, il m'a appris pas mal de choses, même beaucoup de choses, et le plus beau cadeau qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a fait le cadeau de tout le reste de son matériel, c'est-à-dire tous ses lassos, des couteaux de lancer, des chapeaux, des bottes américaines, enfin il m'a fait un cadeau formidable, il y en avait un plein coffre de voiture. Et nous sommes restés amis jusqu'à mon départ pour le midi, parce que par la suite, nous avions décidé, ma femme et moi, de partir nous installer dans le Midi. Il est venu me voir, et c'est la dernière fois que je l'ai vu d'ailleurs, il est venu me voir à la Grande Motte, et là, l'après-midi, après avoir déjeuné, nous avons fait du lasso sur le parking qui était à l'époque vide, parce que c'était dans les années début 70, et il n'y avait pas grand monde. Et là, nous avons fait un petit festival de lasso. On avait comme... je me souviens, on avait comme spectateurs des maçons, et voilà. Et quand je lui ai demandé ce que je lui devais, parce que je ne l'avais pas vu depuis qu'il m'avait envoyé son matériel, il m'a dit que c'était cadeau. Et en contrepartie, je savais qu'il aimait bien de mes revolvers, un Smith & Wesson. Je lui ai fait cadeau, et il est parti sans me dire au revoir, comme ça. Et on ne s'est plus revu. Mais tout à l'heure, on t'a vu mettre une selle sur le dos d'un de tes chevaux, et c'est une selle qui avait fait partie du show de Buffalo Bill. Exactement, et c'est lui Alors, ça faisait partie du matériel qu'il m'avait donné. Voilà. Voilà. Donc moi je croyais simplement que tu avais rencontré Buffalo Bill, mais en fait non. Non, pas jusque-là. Tu n'as pas vu Buffalo Bill. Alors tu nous as parlé de ton ranch dans lequel tu l'avais invité. Alors Oui. raconte-nous un peu comment tu t'es retrouvé à la tête d'un ranch. Ben, c'est-à-dire que, bon, à l'époque, on avait 3 petites fermes. Enfin, ma femme avait 3 petites fermes qui nous restaient, mais qui n'étaient pas valables. Bon, donc ces fermes ont été vendues. Et comme on avait quand même, j'avais réussi à vacciner ma femme à la passion du cheval, on a vendu les 3 fermes et on a acheté un tout petit domaine de 10 hectares à l'époque, et où on a mis des chevaux, où j'ai mis des chevaux que j'avais, et j'ai fait même de l'élevage de moutons ici. Mais enfin, c'était pas mon métier, je faisais ça à côté pour le plaisir, quoi. Et là, j'avais fait une transformation radicale, j'avais fait un décor moitié western, moitié gardien, puisqu'à l'époque, on venait déjà en Camargue depuis un moment, et j'avais fait un décor un peu mélangé, quoi, pour qu'il y en ait pour tout le monde. Et là, j'avais créé vraiment une ambiance ranch, et j'ai gardé cette propriété pendant 7 ans, jusqu'à mon départ pour la Grande Motte pour le Midi, quoi. Et alors les chevaux qu'il y avait là-bas, c'était des chevaux de Spahi. À l'époque, on trouvait facilement les chevaux qui venaient soit d'Algérie, soit les Spahis, à l'époque, dans les années 62, ont été dissous, ils étaient à Senlis, et ils ont vendu tous leurs chevaux. Et on avait acheté 2 chevaux qui venaient de chez eux, et qui étaient, disons qu'il y en a un, c'était mon cheval, il s'appelait Negev, et c'est lui qui m'a remis à cheval, si je puis dire, puisque j'avais monté, quand j'étais en Libye, à la frontière de Libye, pendant la guerre d'Algérie, on a été fait un séjour là-bas, j'avais monté avec les Sahariens, les cavaliers sahariens. J'avais repris goût, là, j'avais pris goût vraiment à la monte. Et alors, ces chevaux qui venaient de chez les Spahis étaient superbement dressés, ils étaient du tonnerre, et il y en a un, enfin mon cheval,
m'a bien un peu appris à monter à cheval. Et il a appris aussi, l'autre cheval a appris à monter à cheval, ta femme. Et ma femme, donc, a appris, qui n'avait pas du tout la passion des chevaux, étant donné qu'elle avait vu un fermier de son père se faire tuer par un coup de pied de cheval, par un cheval. Donc, elle avait une certaine crainte. Et j'ai réussi, parce qu'à l'époque, avant même que j'ai la ferme, là, j'avais un petit endroit pour mettre mes chevaux, à côté de ma maison. Et quand je partais, parce qu'il m'arrivait de partir 8 jours, à l'époque j'étais VRP, et donc je voyageais, je partais assez souvent, et c'est ma femme qui s'est occupée des chevaux, et en revenant, elle avait un peu compris, quoi. Elle avait même beaucoup compris. Et elle a donc, on avait nos 2 chevaux, qui étaient des chevaux d'âge quand même déjà. Bon, on les a perdus, puis ensuite on est venu dans le Midi, j'avais acheté d'autres chevaux, d'autres juments, avec lesquels je faisais de l'élevage, et là, elle s'est mise complètement dedans, quoi. Et alors, pour parler, puisqu'on en est aux chevaux d'élevage, j'ai fait la connaissance d'une autre personne très intéressante pour moi. Bon, lui, il n'avait rien à voir avec l'Amérique. C'était un ancien jockey qui avait fait, mais qui était âgé, qui avait plus de 70 ans, mais qui était un excellent dresseur de chevaux, le plus fort que j'ai rencontré, et qui m'a appris à dresser les chevaux. Et c'est de là que j'ai, à la ferme, donc, il a commencé à m'apprendre l'approche des chevaux, un peu à la méthode des chuchoteurs, parce que lui, c'était un peu sa méthode. Et il m'a beaucoup appris. On a débourré des tas de chevaux. C'est moi qui l'ai monté. J'ai pris beaucoup de chutes. On est tombé souvent. Et je suis resté avec lui jusqu'en 69, date à laquelle je suis parti dans le Midi. Et après, on s'est plus revus. Voilà, donc ça, tu montais déjà à cheval, tu étais déjà intéressé par les chevaux, Oui. Et à ce moment-là, c'est un peu ton maître, et c'est Gabriel Chartier. Donc, Au point de vue dressage, oui. voilà. Et donc, avec ce Gabriel Chartier, tu fais quand même beaucoup plus que d'apprendre à monter à cheval, puisqu'il va t'aider à choisir des chevaux, tu vas débourrer une jument, et tu vas acheter Udine qui redevient Ursula. Alors ça, il faudrait que tu nous racontes un petit peu ce personnage de Gabriel Chartier, parce que il a fait des tas de choses. Alors Gabriel était vraiment un homme formidable, vraiment du métier des chevaux. Et avec lui, donc comme tu dis, on est allé acheter des chevaux. Il m'a enseigné la façon de m'approcher des chevaux, l'attente du bon moment pour les monter, enfin tout, ça a été toute une école. Et avec lui, on a acheté, par exemple, Udine. Il y a une histoire sur Udine. Un jour, il m'a dit, tiens, toi qui cherches des chevaux pour faire saillir on faisait saillir par des pur sang anglais à l'époque, et il m'a dit, tu devrais venir voir, il y a des chevaux à vendre à tel endroit. C'était dans la Nièvre, ça faisait assez loin de Montluçon, mais on y est allé. Et là-bas, on a acheté une jument, donc Udine, une trotteuse, qui n'avait pas de papier, parce que le patron s'était disputé avec les haras au moment de les faire reconnaître sous la mer, et donc les chevaux avaient juste un certificat de naissance, mais pas de papier. Donc ces chevaux ne courraient jamais. Cet homme est mort bizarrement, le patron donc de cette propriété immense, cet homme qui était un ancien architecte, et qui avait soi-disant travaillé sur la ligne Maginot, cet homme est mort. Il est mort dans des circonstances assez bizarres, puisqu'il est mort dans un lit avec une charmante jeune femme. Bon, ça, on passe là-dessus, mais enfin, il est mort comme ça. Sa femme, qui avait horreur de tout ce qui pouvait plaire à son mari, s'est débarrassée de tout ce qu'il y avait. C'est-à-dire que là, il y avait des chevaux d'équipage, parce qu'il y avait aussi une meute. Il y avait une meute de 60 chiens de chasse, et parce que cet homme faisait des chasses à courre. Et donc, tout est parti, le piqueur est parti avec les chiens, et les chevaux qui restaient ont été vendus à la boucherie. Donc, on a récupéré une jument trotteuse qui avait des papiers, qui aurait dû avoir des papiers sensationnels, mais que moi, j'ai transformé, avec l'aide de Gabriel, en jument de selle, et elle a fini à la chasse à courre, d'ailleurs.
et je l'ai mise au galop, tout ça, enfin bref. Et avec Gabriel, c'est lui qui m'a appris à faire tout ce que je sais maintenant, quoi. Ce Gabriel, il était aussi meneur, c'est-à-dire qu'il travaillait les chevaux aussi à l'attelage. Et il y a une anecdote à propos de cette Madame Revon. Exactement. Alors, comme Gabriel allait, quand Monsieur Revon, où j'ai acheté une autre jument qui s'appelait Sornette, qui était née en 60, et donc j'ai fait la connaissance de cet homme. C'était pas un homme de la noblesse, c'était un monsieur qui aimait l'élevage. Il avait une belle propriété, avec des attelages et tout, il y avait tout ce qu'il fallait, ça avait dû être assez imposant à la bonne époque. Donc on a acheté Sornette chez ce monsieur qui était une postière bretonne, qui était pas très grande, qui était pas très fine, mais qui pouvait faire une bonne poulinière. Donc quand on est revenu de chez monsieur Revon avec cette jument, tout le monde s'est un peu moqué de moi parce qu'elle n'était pas très très belle, et j'en ai fait une excellente jument qui m'a régalé et qui m'a fait des beaux poulains. Voilà. Et alors donc, Madame Revon à l'époque était toujours de ce monde, et elle avait pas loin de 80 ans, elle montait toujours en Amazone, et un jour elle a dit à monsieur Gabriel, donc, qui s'occupait des chevaux qui restaient, Gabriel, si le jour de ma mort, vous prendrez les 4 juments qui sont là, qui sont attelées, et c'est vous qui m'emmènerez à ma dernière demeure, mais attelée avec ces juments. Donc, le vœu de Madame Revon fut accepté fut exaucé au moment de sa mort. Gabriel est allé au château, enfin c'était pas un château, c'était une grande maison bourgeoise, est allé à la maison pour préparer les juments, et il les a attelés donc à 4 juments, et c'est avec cet équipage qu'il a emmené Madame Revon au cimetière. Voilà. Belle histoire. Et Gabriel menait jusqu'à 6 chevaux d'une main. On a connu aussi, grâce à Gabriel toujours, un autre individu intéressant, et que j'ai perdu de vue aussi. Alors cet homme, c'était un cascadeur qui faisait beaucoup de films. Il a doublé Jean Marais, et il a tourné pas mal dans beaucoup de films. Et il avait beaucoup de chevaux d'attelage. Sur les 40 chevaux qu'il avait, pratiquement tous s'attelaient. Et un jour, on est allé pour emmener une de mes juments saillir par un de ses étalons, qui avait servi comme cheval à Bayard, au chevalier Bayard, dans un feuilleton de l'époque, un Palomino. Et je voulais faire saillir une de mes juments par ce cheval. Et là, cet homme, j'ai oublié le nom d'ailleurs, oui, j'aurais pu s'appeler Jean son prénom, nous fit une démonstration avec un cheval un peu mitigé. Il y a encore une histoire sur ce cheval qu'on pourrait raconter aussi, sur les talons tout au moins. Et il fit une démonstration avec ce cheval, il le lança au galop, il était monté à cru, il le lança au galop et simula une chute en plein milieu de la cour sur des pavés. Alors Gabriel fut évidemment complètement perdu, et il a eu peur, il a cru que c'était un accident. Lui, avec ses chevaux de course, n'avait pas l'habitude de faire des exercices de ce genre, donc il a cru vraiment à une chute, quoi. C'était pas une chute, c'était notre ami qui faisait un de ces exercices qu'il pratiquait souvent dans les films. Voilà. Tu n'étais pas le seul dans le centre de la France à t'intéresser à la monte western et à l'ouest américain. Non. Tu avais rencontré aussi des amis, enfin des gens qui sont devenus des amis. Je pense à Pépé Bardin dont tu m'as parlé, Armand Fugier. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu Ah oui, bien sûr. Alors, toujours dans mon histoire de western, d'ailleurs à l'époque, si, je devais avoir le ranch à l'époque. Donc c'était dans les années 63. Je fis la connaissance de Pépé Bardin, on l'appelait Pépé parce qu'il était un peu âgé, amateur aussi amateur mais pas très grand cavalier, mais enfin il adorait les chevaux, et il avait une grande propriété dans la forêt de Troncé, et où il avait toujours une vingtaine de chevaux dans les prés.
qui était mélangé bien souvent avec des cerfs qui sautaient les clôtures pour venir brouter avec les chevaux. Et donc Pépé me fait connaître un homme extraordinaire aussi, on l'appelait Poney, c'est sa femme qui l'appelait comme ça. C'est un homme qui était âgé et qui, à l'âge de 18 ans, après la guerre de 14-18, allait avec son père acheter des chevaux au Canada et en Amérique, parce qu'en France, il y avait pratiquement plus de cheval. Les chevaux avaient tous été tués par les Allemands, ils avaient été réquisitionnés ou mangés, enfin bref. Et donc Poney, lui, allait avec son père, tout jeune, en Amérique, récupérer des troupeaux de chevaux pour ramener en France. Et c'est là qu'il prit, lui, il a évidemment pris contact avec les cow-boys là-bas, et là, il a pris le virus du western, quoi. Et plus tard, quand il revenait en France, évidemment, il a pris comme métier de créer des ranchs en France, avec des promenades à cheval. C'est certainement parmi les premières à être créées. À l'époque, il était dans les régions de Paris. Et lui était vraiment, vraiment vacciné western. Toujours habillé cow-boy, les bottes, et souvent, puisqu'il avait un restaurant, enfin on va en parler, il avait un restaurant et souvent il donnait un coup de main pour servir, et à table il servait avec les éperons en argent qui avaient leur petit bruit. Bref, alors donc on a fait la connaissance de Poney. Il avait un ranch, lui, mais commercial, à côté de Vichy. Bon, on y allait, comme ma femme avait pris goût à la monte. Donc on faisait des promenades à cheval avec Poney, et toujours avec des thèmes western, c'est-à-dire qu'un coup on allait récupérer les vaches sur un plateau au-dessus, et bien souvent elles étaient imaginaires, les attaques d'Indiens étaient aussi imaginaires, enfin on jouait le jeu, qu'on s'amusait bien. Alors évidemment toujours en tenue, on avait le chapeau, on avait les bottes, et on faisait du lasso, on tirait au revolver, au colt, on tirait à la Winchester, enfin on passait des moments du tonnerre. Et la particularité des chambres là-bas, c'est que les chambres étaient au-dessus des l'écurie des chevaux. Alors la nuit, on écoutait les chevaux qui tapaient du pied en dessous, et ça nous laissait dans l'ambiance, quoi. On passait des journées formidables là-bas. Poney est venu dans mon ranch, évidemment, par la suite, et on est restés copains jusqu'à pareil, à mon départ, pour le midi. Et alors un jour, dans le midi, j'apprends, puisqu'on se tenait toujours... on était toujours en rapport avec le téléphone. Il y avait mon ami Fugier aussi, dont on va parler tout à l'heure, avec qui je fais connaissance avec lui dans le ranch de Poney. Et un jour, Fugier m'apprend la mort de notre ami Gilbert Poney. Et alors une chose extraordinaire, c'est que c'est lui qui me l'a raconté. Si c'est pas lui qui me le raconte, Fugier, je le crois pas. Quand Poney est mort, il avait vendu son ranch, il avait construit un autre petit ranch à côté, mais pour sa retraite, et il avait gardé son vieux cheval, Field. Il avait ce vieux cheval. Et Poney, sa femme est décédée, malheureusement, et lui est devenu aveugle. Mais il avait toujours son cheval. Et quand même, il voyait un peu, il était pratiquement aveugle, il sellait son cheval, et le cheval lui emmenait faire un tour dans la forêt, à côté. Un jour, Poney est mort. J'apprends ça par Fugier. Et au moment de sortir le cercueil de la maison, le cheval, Field, s'est échappé, et ce cabré est tapé sur le cercueil de son patron. Bon, le cheval fut enfermé, ils l'ont mis dans... Enfin, moi, j'étais pas là. Ils l'ont mis dans une écurie. Et la cérémonie, bon, c'est terminé. Poney était enterré. Le cheval avait cassé la porte de l'écurie et était parti. Il a été introuvable pendant 8 jours. Et au bout de 8 jours, ils l'ont trouvé mort devant la porte du cimetière. Invraisemblable. Et alors, ce fameux Armand Fugier, lui, c'était un casse-cou, mais d'une autre sorte. Avant le cheval, il avait tâté d'autres activités. Ah oui. Alors Armand, bon, j'aurais dû en parler avant. Armand était bonnetier en gros.
Et il avait des représentants qui allaient dans les campagnes, c'était pas comme maintenant, qui allaient réapprovisionner les merceries. Et entre-temps, Fugier, lui, était dans l'aviation. Lui, son rêve à l'époque, enfin son dada, c'était l'aviation. Il possédait 2 avions. Il avait créé, avant la guerre 39-40, il avait créé un club d'aviation, enfin de club, oui, d'aviation, quoi. Et lui, il faisait de la voltige. Il avait 2 avions de voltige. Et il faisait des acrobaties, évidemment, avec des amis. Et un jour, il y avait un pont sur l'Allier. Et avec un de ses copains, l'idée leur est venue de mesurer la largeur de l'arche du pont. Et il s'est trouvé que la largeur du pont était supérieure à la longueur des ailes des avions. Donc, en discutant, ils ont dit, bon, ben, Fugier, dis-moi, je passe sous le pont avec mon avion. Et effectivement, il est passé sous le pont. Et un dimanche après-midi, à côté, il y avait une guinguette. Et le patron de la guinguette a repéré ce zigoto qui passait sous le pont. Il est allé le récupérer à Verne. Le camp d'aviation s'appelait Averne. Il est allé le récupérer là-bas et lui a demandé si c'était possible de faire une démonstration le dimanche d'après. Et le dimanche d'après, mon ami Fugier fit sa démonstration. Il y avait eu un petit affichage de fait avant, donc il y avait du client qui était là, et tous les dimanches, Fugier passait sous le pont. Jusqu'au jour, en arrivant au camp d'aviation, il y avait des messieurs en imperméable et chapeau mou qui l'attendaient, et qui lui ont demandé, c'est vous qui passez sous le pont? Et l'autre, il dit, oui, c'est moi. Bon, allez hop, les menottes, et il a même fait de la prison, parce qu'il y avait... détérioration, risque de détérioration de monuments, appartements, machin. Bref. Voilà. Et voilà. Alors de là, donc, on lui a retiré sa licence après la prison. On lui a retiré sa licence et désœuvré. Bon, il a vendu les chevaux. Et un jour, il a découvert le ranch de Poney. Et ça, il est monté à cheval. Il n'avait jamais monté à cheval de sa vie. Ça lui a plu. Il a demandé à Poney de lui trouver des chevaux. Il a acheté des chevaux. Et de là, il a créé le Rock Ranch, à côté du camp d'aviation, justement. Et voilà. Et vous aviez tous chacun votre ranch, en fait. Ah, il y avait 4 ranchs dans l'Allier. C'était Bardin, Poney, Fugier et moi. Voilà. Très bien. Et tout ça, bah, tu quittes l'Allier et tu viens t'installer dans le Midi, mais tu amènes des chevaux. Et tu continues ta vie de cavalier. Et bah, bien sûr, on décide de quitter Montluçon pour des raisons familiales et puis aussi pour le travail. Et alors, on était en vacances au Sainte-Marie-de-la-Mer, et là, je découvre la création de la Grande Motte. C'était dans les années 66. Bon, je me renseigne, et de là, j'achète un magasin et un appartement à la Grande Motte, et je décide de venir y travailler. Changer de métier et de me remettre dans le commerce, quoi. Et alors donc, on est arrivé à la Grande Motte en 69, et pour ouvrir notre magasin de confection, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose à faire dans ce pays, parce qu'il n'y avait personne. Et le seul truc qui pouvait se vendre pendant l'été, c'était les vêtements, quoi. Et on a démarré donc là, mais évidemment, j'étais au Sainte-Marie depuis 10 ans déjà. Il y avait 10 ans que je venais en vacances au Sainte-Marie depuis 1959. Donc j'avais créé pas mal de connaissances. Là-bas, j'avais fait pas mal de connaissances, et surtout parmi les chevaux, parce que là, à l'époque, il y en avait. Et on était souvent à cheval, quoi. Et là-bas, j'ai fait la connaissance d'un autre personnage dont il faut parler. J'ai fait, au point de vue l'assaut, justement, et je fais la connaissance de René Béranger, qui était surnommé l'écrivain Camarguais. Il écrivait des livres sur la Camargue. Il montait à cheval et il faisait du lasso. Alors là encore, j'ai rencontré un garçon qui faisait du lasso,
Donc on est rentré en rapport ensemble, je ne me rappelle pas quelle année c'était, et on a fait du lasso ensemble. Et je l'ai retrouvé à Ermenonville, chez Jean Richard, où il faisait un numéro western avec toute la troupe de Jean Richard à son fameux camp de loisirs qu'il avait monté là-bas, quoi. Voilà. Et quand tu es arrivé dans le Midi, tu es arrivé avec 3 juments. Je suis arrivé, c'est-à-dire que j'ai pas descendu les juments avec moi. Mes juments sont restés dans le centre, dans le Cher exactement, chez un ami qui me les gardait gratuitement. Et donc nous avons convenu de faire saillir ces juments. Et comme règlement, avec mon ami, on prendrait chacun la moitié des poulains. Voilà. Et donc j'avais 3 juments qui restaient dans le Cher. Je les ai gardés là-bas pendant peut-être 1 an ou 2. Ensuite, on les a vendus parce que je revenais rarement dans le centre. Et en 70, j'ai acheté mon premier poulain Camargue. Parce que comme j'étais dans le Midi, en Camargue, il fallait avoir un cheval un peu comme tout le monde, quoi. Et là, donc, je repars sur les chevaux, mais camarguais ce coup-là. Et Voilà. c'était Escapade. C'était Escapado. On l'avait, le père d'un de mes copains l'avait baptisé comme ça, parce que c'était un petit cheval, un vrai Camargue, mais qui avait une détente formidable et qui était jamais au pré avec les autres. Monsieur se promenait toujours à côté. Donc, Escapado. Il n'était jamais dans le pré. Et après, il y a eu Tornade. Après, il y a eu Tornado, qui a été le cheval de... Je l'avais acheté pour moi parce qu'il était un peu plus haut que Escapado. Et en réalité, quand on l'a eu débourré avec ma femme, Thérence, je voulais le vendre. Et elle avait créé des liens avec ce cheval. Et elle me dit, mais il me plaît. Ben, j'ai dit, s'il te plaît, je te le donne. Et elle en avait fait un cheval extraordinaire. C'est d'ailleurs le premier cheval qui est rentré dans un bar à la Grande Motte, monté évidemment. Et en 1976, lors de l'inauguration de la gendarmerie, je conduisais les Dalton en prison, enchaînés derrière moi. Et c'est là que nous sommes rentrés à cheval, invités par le patron, parce que tout le monde voulait nous faire voir, nous faire entrer dans leur restaurant ou café. Et c'est ma femme qui est rentrée la première dans un bar à la Grande Motte. Enfin, avec nous derrière, évidemment. Bon, tu as eu d'autres chevaux. Alors, par exemple, Comanche. Ah, après, il y a eu Comanche. Oui, j'ai acheté Comanche, un cheval qui était mordeur. Il avait le défaut de mordre. Donc, il partait à la boucherie. Il avait 2 ans et demi, c'est un poulain. Et tu l'avais appelé Comanche à cause... Alors, je l'ai appelé Comanche parce que, d'abord, depuis une vingtaine d'années, je cherchais un cheval bébrun, c'est-à-dire noir, qui ressemble à Comanche, le seul survivant de la bataille du Little Bighorn, les Sioux contre le 7e régiment de cavalerie américain, qui a été décimé par les Sioux. Et le seul survivant, c'était ce cheval. Et j'ai trouvé exactement le cheval que je voulais. Donc je l'ai acheté, et je l'ai débourré, dressé. Il était extraordinaire, au lasso. Même une fois, j'ai tiré une voiture en panne avec. Il faisait tout, quoi. C'était un cheval qui avait tout compris, quoi. Et puis un jour, j'ai pris mon bar. Par la suite, en 82, j'ai transformé mon magasin en bar. Donc j'ai vendu tous les chevaux que j'avais à l'époque. Et là, on me l'a volé. On nous a volé 2 chevaux dans la nuit. Et parce qu'il y a encore des voleurs de chevaux à notre époque, faut pas l'oublier. Et j'ai pu jamais retrouver Comanche. Et je l'avais appelé Comanche, justement, parce qu'il ressemblait trait pour trait à Comanche de Little Bighorn. Et c'était un cheval où, justement, tu avais été en contact avec les Hasta Luego, avec Max en particulier. Ah oui, parce que en faisant l'imbécile, je m'étais cassé les 2 talons en sautant du premier étage en chaussettes. Et pendant ma convalescence, Comanche était en dressage. Et comme je ne pouvais pas m'occuper, je l'ai confié à mes amis Hasta Luego. J'ai dit, prenez-le pendant vous finirez de travailler. Et donc, ils en ont fait... ils lui ont appris pas mal de choses, quoi. C'était un bon cheval.
C'est avec lui que tu as fait la manifestation publicitaire pour le film. Ah oui, ah oui. On a, j'avais un ami, parce que je ne le vois plus, qui s'appelle Jean-Henri Servat, qui est à la télévision actuellement, et qui un jour m'a téléphoné pour savoir si j'avais toujours des activités western. Et à l'époque, notre club, on avait un club western à la Grande Motte, avait été dissous. Donc j'étais seul avec ma femme encore à faire un peu de western. Il m'a demandé si je pouvais faire une publicité avec les chevaux au sujet d'un film qui s'appelait Long Rider, avec dedans comme acteurs principaux, c'était les frères Carradine. Donc, comme j'étais seul avec ma femme, j'ai demandé à mes amis à Salwego toujours, avec qui j'avais des liens très 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 proches, si on pouvait faire quelque chose ensemble. Avec le père Max, on a organisé vite une petite scénette avec les chevaux, et nous sommes arrivés place de la Comédie le jour de la première de ce film, avec nos chevaux. Bon, là, on a fait démonstration de l'assaut, démonstration de fouet. Évidemment, tout le monde était habillé en grande tenue. Christophe était monté sur son cheval Apache. Il était en indien. Eric, lui, était monté en cow-boy sur Michto. Et ma femme était à pied. Moi, j'étais sur Comanche. Et Max était sur un autre cheval, tout libre. Et on a fait une bonne démonstration. Il y a beaucoup de monde. Il paraît que ça a été la meilleure des démonstrations qui a été faite pour ce film. Parce qu'il y a eu une démonstration à Nice, avec les gars de hockey choral, je crois. Et il y a eu une démonstration sur Paris, à 2 ou 3 endroits. Et il paraît que c'est notre démonstration qui était la meilleure. Bref. Alors on a eu beaucoup de cadeaux, invités au restaurant, les chevaux bien rangés comme il faut dans les camions. Enfin, tout a été bien. Et c'est avec Max qu'on a fait cette démonstration. Et Comanche a participé, lui, évidemment. Il faisait la queue avec les autres pour aller chercher des billets à la caisse. Quant à Christophe, lui, il est monté avec son cheval Apache sur le balcon intérieur du cinéma, du Gaumont, à Montpellier. Il est monté tout à fait en haut avec son cheval. On avait même projeté de monter sur la piste, enfin sur la scène, mais les escaliers qui montaient à la scène n'avaient pas de contre-marche et on craignait l'accident d'une glissade et qu'un cheval se prenne une patte dedans, donc ça n'a pas été fait. Mais on aurait pu le faire, parce qu'on passait partout avec nos chevaux, on rentrait partout. Et alors, bien entendu, ça s'est pas arrêté là, parce que après, tu t'es installé à Saint-Laurent et tu as eu d'autres chevaux. Alors, j'ai fait ma carrière commerciale de 69 à 99 à la Grande Motte. Alors j'ai eu d'abord un magasin de vêtements pendant 13 ans, ce qui a pas trop mal marché. Et ensuite j'ai eu l'idée de reprendre un de mes premiers métiers, c'était le bar. Alors j'ai créé au même emplacement le Californie Saloon. Alors, c'était style western, un peu le style de mon ranch. Les couleurs étaient les mêmes, intérieures. Et bon, il y avait beaucoup de musique western, évidemment. On a fait comme spécialité le chili con carne, qui est connu, je crois dire, nationalement, sans exagérer, parce que tout le monde a goûté, pas mal de gens ont goûté à ce chili. Et quand j'avais les vêtements, j'avais des chevaux avec des amis sur une île qui se trouve entre l'étang de l'Or et le canal, à la Grande Motte. On avait une douzaine de chevaux, là, pour faire nos activités. Et quand j'ai pris le bar, évidemment, j'ai décidé... D'abord, il y a eu le vol de Comanche. J'ai un cheval qui s'est noyé. Ensuite, il y a eu la vente d'un autre. Et pendant quelques années, je suis resté sans cheval. Pendant ce temps-là, j'ai monté chez Daniel Lerpinière, qui m'a fait voir que malgré mes nombreuses années, depuis 1960, donc ça faisait déjà, depuis 50 du moins, je veux dire, ça fait déjà pas mal de temps, je me suis aperçu que je savais pas monter à cheval, et avec Daniel, j'ai appris la monte, la monte académique, classique, sportive. Et là, je me suis aperçu que j'avais eu beaucoup de boulot à faire. Bref.
Ensuite, bon, on a eu la retraite. J'ai pris ma retraite, évidemment, comme tout le monde, en 99. Malheureusement, bon, ma femme est décédée 2 ans après. Et là, je me sentais plus du tout à la grande mode, perdu dans la foule, puisque là, il y avait du monde. Et puis, j'en avais marre de rester là. J'ai donc acheté une petite propriété à Saint-Laurent-des-Gouzes, où j'ai créé mon petit masé. Et là, je me suis remis aux chevaux. J'ai racheté Kif, d'abord, cheval Camargue, avec qui on a travaillé, que j'ai débourré, j'ai dressé. On a travaillé un peu dans les taureaux, mais pas suffisamment. On aurait pu faire plus, mais j'avais des métiers toujours assez prenants, donc j'étais assez restreint au point de vue temps. Et puis après, j'ai racheté 2 juments, Naïva, qui pour la monte, et Naïvé pour l'attelage, qui est une très 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 bonne jument. J'ai été aidé pour ça par mon ami Guy Marconnier, qui est un expert en attelage, il faut le dire. Oui, ça, je crois que tu peux le dire. Je peux le dire. Et voilà, j'ai eu donc ici, j'ai fait saillir ma jument Naïva par un quarter horse qui appartient à un de mes amis aussi, Stéphane Clausel, qui possède des taureaux longhorns et qui a des quarter horse. J'ai eu une pouliche, très très belle pouliche, mais très caractérielle et très susceptible. Bon, notre défaut, qui pourrait être un défaut, c'est notre façon de dresser, ma façon de dresser. Je parle beaucoup aux chevaux et je crois un jour que j'ai vexé cette demoiselle et j'ai eu l'occasion, elle m'a botté comme il faut et au mauvais endroit. Donc je ne l'ai pas gardée parce que j'avais pas le temps de la monter. Et c'est une jument qui manquait de travail et il aurait fallu qu'elle soit montée plus souvent. Mes petites filles, Caroline entre autres, la montait pas mal, mais pas assez. Donc je l'ai donnée. Je l'ai donnée à un de mes amis, aux Hasta Luego. Et voilà. Et maintenant, je marche à pied. Je fais du vélo et je marche à pied. As the riders loped on by him, he heard one call his name. Hey, Jackie, if you want to save your soul from hell, riding on our range, then cowboy, change your ways today, or with us you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-yi-yay! Ghost riders in the sky. Encore une fois. Ghost riders in the sky. Ghost riders in the sky. Bien. Yes.